liberté. Homme! Reposez. Homme. Repos. Gardez-vous. Drapeau du 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine. Sans votre garde, gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. « 1,
Portez. Homme. Ouvrez le banc. Monsieur Christian Labandji, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Fermez le banc. Reposez. Homme. Décorez. Regagnez les rangs. À droite. Droite. Drapeau. Rejoignez votre garde. Repos. Au début de cette histoire, il est un territoire. En 1830, les Français prennent pied dans la régence d'Alger, alors possession de l'Empire ottoman. La conquête s'étend, dure, violente. La domination française progresse peu à peu jusqu'au Sahara. Le système colonial se met en place. La France construit des routes, valorise des terres, en confisque aussi. Des colons européens s'installent, de grandes exploitations se créent. Le pays est organisé en départements français. Mais tous ne profitent pas de ce développement. Nous, les Français musulmans, n'avons pas les mêmes droits que les colons. Deux mondes cohabitent, se côtoient, mais ne se mélangent presque pas. Les autochtones, ceux qu'on appellera les indigènes musulmans, on utilisera ce terme-là pendant un certain temps, sont sujets français, puis obtiennent la nationalité française, mais ils ne sont pas citoyens. En Algérie, comme ailleurs dans l'Empire français, l'armée recrute des hommes. Spahis et tirailleurs intègrent l'armée d'Afrique, combattent sous les plis du drapeau tricolore dès le Second Empire, pendant les 2 guerres mondiales, puis en Indochine, enfin en Algérie. Depuis tout petit, j'admirais mon grand-père. Les médailles qui brillaient sur son ancien uniforme, dont il était si fier. Il a combattu pendant la Première Guerre mondiale, de Verdun à la Marne. Ce n'est pas la guerre d'Algérie qui crée les harkis. Le terme de harki est déjà employé au XIXe siècle et au début du XXe siècle pour désigner des hommes qui combattent dans telle ou telle unité militaire. Et finalement, on réutilise ce terme pour désigner donc des unités mobiles, puisque le mot harki, c'est un mot arabe, qui vient du verbe haraka, qui signifie se déplacer, être en mouvement. Et donc finalement, ce sont des hommes en mouvement et armés. Dans ce monde supplétif, le terme harki va devenir un terme générique plutôt à la fin de la guerre et après 62 pour désigner l'ensemble des supplétifs. Mais durant la guerre, on a une différence notable. Un harki, ce n'est pas un morazni, ce n'est pas un membre d'un groupe d'autodéfense, ce n'est pas un membre d'une unité territoriale. Donc il y a vraiment une diversité des catégories avec des rôles et des fonctions bien précises. Le 1er novembre 1954, les attentats de la Toussaint Rouge marquent le début d'un soulèvement. Au sein du mouvement indépendantiste, le Front de Libération Nationale prend le contrôle de l'insurrection, après avoir éliminé les partisans du mouvement national algérien. Des années 20 jusqu'au déclenchement de la guerre d'Algérie, vous avez une vie politique et finalement des remous importants entre ceux qui finalement s'orientent vers l'égalité des droits
et ceux qui souhaitent plutôt une indépendance et une dissociation de l'Algérie vis-à-vis de la France. Et donc là, vous avez la création d'un embryon de mouvement nationaliste qui penche vers la lutte armée, qui va créer par la suite le Front de Libération Nationale et qui lance finalement l'insurrection armée le 1er novembre 1954. L'armée française renforce ses effectifs pour tenir le FLN à distance et quadriller cet immense territoire. En 1956, j'avais 22 ans. Les Français recrutaient de nouveau, je me suis engagé dans une harka. Pour éviter que les populations ne rejoignent la rébellion, l'administration travaillait à améliorer notre quotidien. Dans mon village, une section administrative spécialisée s'est installée. Le 26 septembre 1956, le gouverneur de l'Algérie, Jacques Soustelle, avait créé les SAS, les sections administratives spécialisées. Je suis rentré dans la SAS en tant qu'interprète. Les sections administratives spécialisées avaient pour rôle en zone rurale d'apporter l'aide aux populations menacées dans leur intégrité physique et de les rassembler dans des endroits pour qu'elles soient protégées à la fois par les hommes de la SAS et surtout par les militaires qui étaient également présents. On avait triple mission, une mission d'instruction puisque les premières écoles commençaient à s'ouvrir grâce aux militaires, une mission de sécurité et une mission d'aide sociale, sanitaire et autres. Je me suis engagé le 7 juillet 1957 et j'avais à l'époque 20 ans. J'ai réfléchi toute la nuit. Mes parents, ils ont combattu pour la France, mes frères aussi. Il est hors de question de les trahir. Et le lendemain, j'avais pris ma décision et je suis parti, sans prévenir personne. J'ai dit, je vais m'engager comme harki. Ces hommes et quelques femmes s'engagent ou sont enrôlés dans ces formations supplétives pour diverses raisons finalement. Ils s'engagent du fait du contexte de violence. D'abord, et ça c'est essentiel à comprendre, certains s'engagent suite à l'assassinat d'un membre de leur famille. Vous avez des engagements que je qualifierais de communautaire, de tribal, donc souvent un chef de clan ou de famille qui décide de soutenir l'armée française et ce sont tous les hommes qui vont suivre finalement ce choix. Vous avez des engagements aussi économiques, il ne faut peut-être pas oublier le contexte de difficultés économiques et vous avez aussi bien entendu des engagements par choix idéologique, parce que certains se sentent appartenir à la nation française et surtout parce que vous avez un certain nombre de ces Algériens qui ont leurs parents ou leurs grands-parents qui ont participé à la Première Guerre mondiale ou à la Seconde Guerre mondiale. Est venu le temps de la guerre. Ouverture de routes, sécurisation des villes, patrouilles, accrochage, combat, le jour comme la nuit. Le danger menaçait, partout, pour tous. On est dans ce contexte finalement de violence qui va aussi expliquer qu'il y a eu un engagement ou un enrôlement massif de 200 000 à 250 000 hommes qui auraient été ne serait-ce que quelques semaines supplétifs durant la guerre entre le 1er novembre 1954 et le 19 mars 1962 lors de la signature des accords d'Évian. Et le contexte de cette guerre d'Algérie, c'est un contexte de violence extrême où la neutralité n'existe pas. Soit vous êtes avec l'armée française, soit vous êtes avec le Front de Libération Nationale. Mais ce n'était pas un face-à-face, c'était une guerre de ruse. Et ça, les hommes de terrain, les harkis notamment, comme ils sont originaires de leur région, comme en Kabylie ou ailleurs, ils connaissent le terrain, ils connaissent les gens. Donc, ils savent comment prendre par surprise aussi le FLN qui se terre de jour et qui ressort la nuit. Et malheureusement, ça s'est mal terminé pour nous. Le 18 mars 1962, la France et les représentants du Front de Libération Nationale signent les accords d'Évian. Ils disent la fin des opérations militaires, la fin de la colonisation, la fin de la présence française. Mais la guerre, elle, ne cesse pas de tuer. Les harkis, ils ont été désarmés et abandonnés à leur triste sort. Vous aurez vu ça, mais c'est incroyable. Les harkis ne savaient plus où aller. Ils étaient emprisonnés. Moi, j'ai été fait prisonnier aussi. Après, ils m'ont amené dans un cabanon. Il y avait au moins une cinquantaine de prisonniers. C'était des gens fidèles à la France, parmi eux beaucoup de harkis. Ils avaient des blessures partout. Le sang gissait le sol
Alors ils m'ont amené dans la salle de torture, là. Ils m'ont fait déshabiller. Et ils m'ont torturé au courant 120. Et c'était tous les jours comme ça. J'étais un déchet humain. Pour nous, c'est là qu'ont commencé les massacres. Entre l'été et l'automne 62, beaucoup d'anciens auxiliaires sont arrêtés, torturés ou tués. Il y a eu toutes les estimations concernant le nombre de personnes victimes de violences durant cette période qui va de désaccords déviants jusqu'à la fin de l'année 64. On peut au moins se baser sur un minimum de 10 à 15 000 hommes, et parfois des femmes aussi, qui auraient été assassinés ou massacrés durant cette période. Et après, il s'est passé quelque chose. J'avais sauvé la famille d'un sergent-chef du FLN. Il m'a dit, écoute, tu as sauvé mes parents, tente ta chance, parce que ton tour va bientôt arriver. Un jour qu'il était de garde, il m'a fait signe et je suis parti. Pour ma part, j'ai eu de la chance. Bravant les ordres, mon lieutenant m'a fait embarquer à bord d'un bateau pour la France. J'ai eu la vie sauve. J'ai tout quitté, j'ai tout perdu. Mon pays et ma famille, je ne les ai jamais revus. Je partirai pour la France avec mes harkis, pas autrement. J'ai trouvé un colonel compréhensif, parce qu'en fait, ça ne lui a pas plu beaucoup, mais il m'a dit on va voir, et j'ai eu des places sur le bateau. Mais j'ai eu des places au bout de 3 mois, c'est-à-dire que j'ai dû protéger les gens et leur faire toutes les formalités pour partir pour la France, les cartes d'identité, tout ce qu'on voudra, etc. Et j'ai dû les garder et les protéger jusqu'au départ des convois. Une fois que le bateau commençait à partir, je suis monté sur le pont. J'ai regardé Alger illuminé. J'ai dit, plus jamais, je ne retournerai dans ce pays. Je suis parti le 26 avril 1962 avec 113 personnes, y compris des enfants. Les militaires nous ont conduits jusqu'à Alger, on a pris le bateau et on est arrivé en métropole. On a environ 40 000 hommes, femmes et enfants qui arrivent à venir en France officiellement, dans le cadre de ce plan établi par le gouvernement français malgré les changements de position, et un peu plus de 40 000 anciens supplétifs, hommes, femmes et enfants aussi, qui sont venus de manière semi-clandestine. Arrivé en France en juin 1962, on m'a envoyé dans un camp dans le Larzac. Ce fut le froid, l'isolement, la pauvreté, l'insalubrité. Dans un camp, on perd bien vite le sentiment de sa dignité. Nous étions isolés, surveillés. Devant un juge, nous avons été obligés de nous déclarer de nouveau français, sommés de choisir une fois encore. Environ 42 000 hommes, femmes et enfants vont passer par des camps de transit et reclassement. Donc ce sont les fameux camps de Bourg-Lastic, le camp du Larzac, dans l'Aveyron. Par la suite, il y a la création du camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, dans le Gard, et le camp de Bias, dans le Lot-et-Garonne, et le camp de Lary. Puis j'ai été envoyé dans un hameau de forestage. Ce fut le Grand Silence. Le Grand Silence jusqu'en 1974. Cette année-là, enfin, le statut d'ancien combattant nous a été accordé. Puis, en 1975, des jeunes se sont levés dans les camps de Bias, de Saint-Maurice-l'Ardoise et plusieurs hameaux de forestage pour demander de meilleures conditions de vie, pour que l'on entende notre histoire. Parce qu'en 1975, c'est finalement la révolte de ces familles dans ces camps qui étaient du provisoire, qui a duré. Les pouvoirs publics prennent conscience que finalement, entre guillemets, il y a une question harkie ou un problème harkie à résoudre. Alors a doucement commencé le temps de la reconnaissance, par des indemnités, des décorations, mais aussi et avant tout par l'édification de monuments, plaques et stèles dans les anciens camps de réfugiés. À Paris, sur les bords de Seine, se dresse le mémorial national du Quai Branly. Sur sa première colonne défilent, parmi les noms des soldats tombés en Afrique du Nord, ceux des harkis, morts pour la France. Autant de lieux pour comprendre, se recueillir, faire mémoire. Nous défendrons toujours notre honneur et notre mémoire, et ça, je crois que c'est ce que nous transmettrons le plus à nos enfants et à nos petits-enfants. J'ai été élevé au grade
d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur, décoré par le président de la République, Emmanuel Macron. Une très très belle reconnaissance que je partagerai avec mes frères d'armes. Je n'ai jamais revu ma terre, et mes enfants ne la connaissent pas. Pour moi, pour ma descendance, est venu le temps de la reconnaissance. Reconnaissance des souffrances subies, reconnaissance des sacrifices consentis de part et d'autre de la Méditerranée. Pour passer enfin de la guerre à l'histoire. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le chef d'état-major des armées, mon général, Madame la maire de Paris, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le général représentant le gouverneur militaire de Paris, Monsieur le gouverneur des Invalides, mon général, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs d'administration centrale, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil des armées, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants d'associations du monde combattant, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les harkis et membres des formations supplétives, épouses, conjointes, familles et enfants de harkis, Mesdames, Messieurs. Les Invalides sont la maison de tous ceux qui ont mérité de la France et qui ont un jour porté ses armes et son étendard. Dans cette cour prestigieuse résonnent les pas des soldats de l'an 2, des grognards de l'Empire, de ceux de 14 et de 40, des héros de Bir Hakeim, des illustres libérateurs, des braves d'Algérie et d'Indochine, des combattants des opérations extérieures. Vous, harkis, vous, anciens supplétifs, êtes de cela. Dans ce cortège de l'honneur, vous occupez une place éminente. Vous avez été des combattants de la France, engagés et prêts au sacrifice suprême. À part entière, vous partagez ce destin français et en avez été des artisans précieux. Votre histoire est celle d'une adhésion à la France et d'une fraternité d'armes, dans les drames comme dans les victoires. Votre histoire est une histoire de soldats. Vos aïeux et vos pères, comme tant d'Africains du Nord, ont combattu pour la France, pour ses idéaux et pour sa liberté. Dans les batailles de 1870, dans les tranchées de la Grande Guerre, dans l'épopée glorieuse de l'armée d'Afrique, ils ont donné leur sang pour notre pays. L'histoire des harkis, c'est l'histoire de France. C'est notre histoire en partage. C'est une fidélité et une loyauté de la part de Français qui ont décidé de le rester. C'est une fierté et une dignité qui transcendent les générations. De 1954 à 1962,
la France a pu compter sur vous pendant les heures douloureuses de la guerre d'Algérie. 200 000 hommes, dans la diversité des motivations et des formes d'engagement, ont fait le choix courageux de la France. Ils étaient des Moghaznis, des tirailleurs, des Safis, des membres des forces régulières, des groupes mobiles de sécurité, des groupes d'autodéfense, des sections administratives spécialisées. Ils étaient interprètes, éclaireurs, pisteurs, guerriers, montaient la garde, tenaient des positions, sécurisaient des points stratégiques, parfois des villages entiers ou des espaces immenses. Dans le Djebel, l'Atlas, les Aurès, en Kabylie, en ville comme à la campagne, partout en Algérie, les harkis ont rendu des services éminents. En hommes et en femmes d'honneur, fiers et dignes, ils ont tout risqué. Leurs biens, leur vie, celle de leur famille. Je n'oublie pas les femmes qui ont servi dans nos armées et qui ont également accompli leur mission. Je pense à toutes les mères, épouses et filles qui ont accompagné l'engagement de leurs pères, époux, fils et frères. En cette journée nationale exceptionnelle après la prise de parole du président de la République, je rends à nouveau l'hommage de la nation à ces filles et fils de France qui ont combattu pour elle. Dans ces lieux chargés d'histoire, la République leur renouvelle sa plus profonde gratitude. Lorsqu'il y a 60 ans, les armes se sont tues de l'autre côté de la Méditerranée, un temps de déchirure et de tragédie a débuté pour les harkis et leurs proches. Nombre d'entre eux connurent l'horreur des représailles et la terreur sourde de la vengeance. Ce n'est pas la France qui s'est livrée au massacre, mais l'honneur lui commandait de protéger ses combattants. Hormis quelques officiers qui ont accompli leur serment, elle ne l'a pas fait. La France a tergiversé pour ouvrir ses portes aux harkis et à leurs familles. Pour ceux qui parvinrent à s'embarquer, ce fut le déchirement et l'exil. Un départ sans ressources et sans attache. Une maigre valise, un bagage sur le dos, un bébé dans les bras, des larmes, la fatigue, des pleurs, l'incompréhension et l'incertitude, perdus entre deux mondes qui s'éloignent l'un de l'autre. C'est cela aussi votre histoire, celle d'une déchirure. Vous avez laissé derrière vous une terre aimée, une terre qui abritait vos foyers, vos biens, vos souvenirs et vos racines. Pour beaucoup, ce fut le début des humiliations et des meurtrissures. Vous attendiez la reconnaissance, vous avez eu l'indignité. Vous attendiez la fraternité, vous avez eu la marginalisation. Vous attendiez l'hospitalité, vous avez eu l'hostilité. La moitié des harkis rapatriés fut reléguée parfois durant des années dans des camps et des hameaux de forestage. Pour beaucoup, ce fut un provisoire qui dura, un temporaire qui s'éternisa. Un lieu de bannissement qui a meurtri, qui a traumatisé, qui a détruit. Cette vérité est cruelle. Il faut sans cesse la rappeler. La promesse de la France ne fut pas respectée, tout comme l'essence même de notre devise républicaine ne fut pas au rendez-vous. Le président Emmanuel Macron l'a dit avec humanité et un infini respect ce 20 septembre 2021. Personne ne doit ignorer ce que furent les conditions de vie dans les camps ou dans certains hameaux de forestage. L'arbitraire, les barbelés, l'enfermement, le froid, les carences alimentaires, la promiscuité, l'absence d'intimité. Pourtant, les harkis n'étaient coupables de rien. Les brimades, les abus, les détournements de prestations, l'ennui, les traumatismes.
Pourtant, les harkis n'étaient coupables de rien. Plusieurs milliers d'enfants ont été déscolarisés, mal accueillis et mal instruits. La France n'a pas été au rendez-vous de la plus belle des promesses républicaines, celle de l'école et de l'instruction. C'était en France, c'était hier. C'est une page sombre de notre histoire. La République a abandonné ses enfants. La France leur a lâché la main et leur a tourné le dos. Face à ceux qui l'avaient loyalement servi, notre pays n'a été fidèle ni à son histoire, ni à ses valeurs. Lundi dernier, en suivant les pas de ses prédécesseurs, le président de la République a été au rendez-vous de la vérité et de l'honneur. Il a renouvelé la reconnaissance des manquements de la France et a rappelé la singularité de cette tragédie française. Cependant, au cours de cette cérémonie solennelle et marquante à l'Élysée, le président de la République a souhaité aller plus loin, en annonçant l'inscription dans le marbre de nos lois de la reconnaissance et de la réparation à l'égard des harkis. Je porterai ce projet devant le Parlement avant la fin de l'année et ainsi, par la loi, la République reconnaîtra les conditions indignes de l'accueil des harkis et de leurs familles. Si rien ne peut changer les errements du passé, si rien ne peut guérir les blessures ni gommer les traumatismes, le temps du pardon ouvre le chemin de la justice. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, la République s'est engagée à vos côtés pour reconnaître vos souffrances et les sacrifices consentis, pour dépasser les dénis et les tabous. Cette journée nationale en est aussi l'expression. L'État a agi, voté des lois, initié des mécanismes spécifiques pour les harkis de la première puis de la deuxième génération et continue à les actualiser. La première des reconnaissances a été l'attribution du statut d'ancien combattant en 1974. Des allocations ont été créées et sont toujours en vigueur. Des dispositifs ont été mis en place au fil des années en matière de logement, de formation, de solidarité et d'accès à l'emploi. Je sais combien vous êtes attachés au travail de mémoire. Je le suis aussi. Il est primordial que notre parcours, que votre parcours, que vos destins soient mieux connus et mieux compris dans la France tout entière. Car il n'est pas de reconnaissance sans connaissance. C'est la raison pour laquelle l'État est à vos côtés pour enseigner votre histoire et transmettre votre mémoire. Le souvenir des harkis est désormais rappelé sur les sites où ils ont vécu. De même, un important travail sur les archives et les collectes des témoignages a été déployé. Les expositions réalisées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont à la disposition de tous et constituent une pièce centrale des témoignages organisés dans les établissements scolaires. 2000 élèves par an sont ainsi sensibilisés. Depuis 2017, nous avons intensifié ce travail. Ce quinquennat restera marqué par des avancées significatives en faveur des harkis et de leurs enfants. En suivant les orientations du président de la République, nous allons les poursuivre. Nous avons mis en œuvre ces dernières années la plus forte augmentation des allocations de reconnaissance et viagères depuis leur création. Pour la deuxième génération, nous avons créé un fonds de solidarité. Il aide un nombre sans cesse plus grand d'enfants de harkis pour faire face à des dépenses d'insertion, de santé ou de logement. Près de 2000 enfants de harkis ont ainsi été aidés à ce jour. Nous avons œuvré pour reconnaître les mémoires les plus douloureuses. Et je pense particulièrement au travail accompli autour des cimetières. La Maison de l'Histoire et des Mémoires d'Ongles, seul lieu de mémoire uniquement dédié à l'histoire des harkis et de leurs proches, est soutenue par le ministère des Armées. Ainsi, nous l'avons pérennisée.
La République poursuivra son œuvre par le vote d'une loi avant la fin de l'année. Il s'agira de permettre une juste reconnaissance et réparation aux premières et deuxièmes générations de harkis passés dans les camps et les hameaux de forestage. Il s'agira également de poursuivre inlassablement le travail de collecte des archives et des témoignages. À ce titre, je suis heureuse de vous annoncer la mise en ligne sur le portail national France Archives d'une page dédiée aux harkis. Elle recense l'ensemble des témoignages et des sources audiovisuelles permettant une meilleure connaissance de l'histoire des harkis. Une page sur les sources écrites sera publiée en octobre. Nous encourageons les historiens, les chercheurs et les étudiants à s'en saisir et à faire avancer nos connaissances. Mesdames et messieurs, la France regarde son histoire en face et fait sienne l'exigence de vérité. Elle le fait en confiance, elle le fait sincèrement, elle le fait pour ceux qui n'ont jamais cessé d'être ses enfants. Et je vous le dis, la grandeur sera toujours du côté de ceux qui réparent et qui agissent, plutôt que de ceux qui séparent, qui divisent ou qui instrumentalisent. Le président de la République l'a affirmé très clairement. Injurier les harkis, c'est insulter un combattant, c'est ternir un soldat français. C'est donc insupportable pour chaque Français, insupportable pour la nation. Insulter les harkis, c'est insulter la France. La vérité, c'est que les harkis, leurs enfants et leurs petits-enfants ont fait la France. Et ils font encore la France par leur réussite, par leur dévouement, par leur mérite personnel. Ils donnent le meilleur à notre pays et sont pleinement intégrés à la communauté nationale. Chers compatriotes harkis, par la voix du président de la République, la France vous a dit son affection. Elle vous a dit sa soif de justice à l'égard de ceux qui incarnent une espérance française et un destin français exemplaire. Je ne peux que conclure par les vers de Messaoud Gadi. Nous devons nous souvenir, nous soutenir, et avec l'encre du passé, sur une page oubliée de l'histoire de France, écrire notre espérance. Vive les harkis, vive la République, vive la France. Gardez-vous! Présentez. Homme! Homo!
Reposez. Homme. Repos.